Ben, bonjour à vous, j'espère que ça va bien. L'idée à travers cette petite vidéo, si possible assez courte, c'est d'évoquer la première partie sur la mise en place de la Troisième République, donc en 1870, et en gros les premières années de la décennie 1870. Donc, dans un premier temps, donc, je vais revenir sur cette mise en place de la République. On est donc, je répète, dans la première partie ce premier chapitre du thème 3 sur la République en France avant 1914. Donc, je vais traiter dans un premier temps la proclamation de la République et ce qui va suivre. Dans un deuxième temps, la Commune de Paris, qui est l'événement absolument incontournable de 1871. Et puis, dans un troisième temps, les lois constitutionnelles de 1875. Alors tout d'abord, au niveau de la proclamation, donc, effectivement, il y a un contexte qui est particulier, c'est le contexte de la défaite de 1870, parce qu'on a une France qui est triplement meurtrie d'un sens, puisqu'elle est amputée par l'Alsace-Moselle, ce qui l'ampute de 5% de sa population, ce qui l'ampute notamment aussi d'un point de vue économique de quasiment 20% du bassin minier. On a une France endettée parce qu'elle va devoir payer des indemnités aux vainqueurs prussiens, allemands, et en même temps payer des frais d'occupation puisque le nord-est est occupé par les troupes prussiennes. On a une France endeuillée puisque cette guerre de 1870 c'est à peu près 150 000 victimes. Voilà, donc on a cette France triplement meurtrie et qui va naturellement, compte tenu de la chute de Napoléon III, se doter d'un nouveau régime politique. Et c'est évidemment toute l'histoire et l'expérience issue de la Révolution française qui ressurgit et les possibilités sont au moins doubles, à savoir une monarchie ou bien une république. Alors, relativement à ce nouveau régime politique, eh bien, il y a plusieurs tendances qui s'opposent. Si je reprends finalement les trois tendances issues de la Révolution, à savoir la monarchie, la République, l'Empire, je vais commencer par l'Empire, donc les bonapartistes. Bon, ceux-là sont évidemment largement discrédités par la défaite, et donc la question ne se pose pas. Et, on ne va pas partir vers un troisième empire. Deuxièmement, on a les républicains. Alors les républicains ont l'expérience de la première et de la deuxième république, mais le camp républicain est lui-même particulièrement divisé. On va distinguer au moins deux grandes parties, les républicains modérés, qui vont être plutôt bourgeois et libéraux, ils sont dirigés par Adolphe Thiers, et puis d'un autre côté, des républicains qui vont être beaucoup plus populaires, et notamment qui s'appuient sur l'émergence des idées socialistes. Donc voilà, il y a deux formes donc, de républicains au minimum en 1870. D'un autre côté, vous avez les monarchistes, eux aussi sont divisés. Certains sont libéraux et parlementaires, en gros favorables à une monarchie constitutionnelle, tandis que ce sont les orléanistes, tandis que d'autres vont être les légitimistes étant finalement, au bout du compte, les partisans d'une restauration d'une monarchie absolue. Donc voilà, on a ces deux camps qui sont divisés et qu'au bout du compte, on pourra peut-être, on le verra un peu plus tard, voir des chevauchements, notamment entre les libéraux républicains et les libéraux monarchistes. En 1871, donc, des élections sont organisées en France au mois de février, et ces élections sont largement remportées par les monarchistes. Et c'est justement entre ces monarchistes libéraux qu'une alliance va se faire et que Thiers va donc émerger à la tête d'un gouvernement provisoire et donc de l'exécutif, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par MacMahon en 1873, faisant redouter finalement le retour à une monarchie légitimiste. La politique néanmoins conduite tant par Thiers que par MacMahon ensuite est une politique fondamentalement conservatrice, cléricale, c'est-à-dire globalement favorable au clergé, donc extrêmement traditionnelle. Voilà donc où en est la France cet hiver 1870-1871. Vous avez donc un petit 2, ça va être la Commune de Paris,
Au printemps 1871, effectivement, compte tenu de cette évolution politique, sociale et économique de la France, ce sont ces républicains plus radicaux et socialistes, plus populaires, qui vont faire entendre leur voix, et au mois de mars 1871, donc, éclate à Paris une insurrection populaire, et très rapidement, cette insurrection populaire s'érige en gouvernement communal et communard à Paris, avec par exemple à sa tête une institutrice de Montmartre, c'est Louise Michel, qui est un des visages, un des noms et une des figures de la Commune de Paris. Ces communards s'appuient donc sur des idéologies socialistes et vont exiger des réformes démocratiques, sociales, approfondies, et en l'occurrence donc s'emparent du pouvoir à Paris. La France est donc, le pouvoir est partagé en deux, puisque vous avez dans cette capitale parisienne, donc l'épicentre des révolutions depuis la Révolution française, la mise en place de la Commune, tandis qu'à Versailles, les Versaillais, dirigés par Thiers, qui vont essayer de maintenir les institutions telles qu'elles avaient été érigées à partir des élections de février. La situation évidemment dégénère, les combats se multiplient à Paris, notamment dans le nord et l'est, qui sont les régions les zones les plus ouvrières de Paris. Toute la population, une large part de la population ouvrière de Paris prend part à la Commune de Paris. Et c'est une immense répression qui s'abat depuis les troupes versaillaises sur ces communards qui avaient érigé des barricades dans Paris, qui avaient édité un certain nombre de lois et de décrets refondant donc la politique intérieure à Paris. Et c'est au mois de mai 1871 qu'on arrive à l'issue de cette guerre civile parisienne, avec un événement à la fin du mois de mai qu'on appelle la semaine sanglante, c'est-à-dire la répression définitive et particulièrement brutale des communards par les forces armées versaillaises. Vous avez plus de 50 000 arrestations, les bilans vont de 10 à 30 000 morts selon les estimations. La plupart des chefs sont arrêtés, exilés. Louise Michel par exemple est déportée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Des femmes, des enfants sont exécutés. Vous avez au Père-Lachaise le mur des fédérés. Les fédérés, c'est un nom aussi qu'on a donné aux communards. Et donc, c'est une répression considérable qui s'est abattue donc, sur ce mouvement politique et social parisien et ouvrier, qui va mettre en place finalement une fracture durable dans le camp républicain. Puisque naturellement, quand bien même en 1880 sera votée une loi d'amnistie, le camp républicain va toujours être fracturé entre ces socialistes qui entretiennent le souvenir à la mémoire de la Commune, de ce peuple parisien qui s'empare du pouvoir et de cette répression aveugle et brutale. Je vous invite à lire le poème de Victor Hugo qui s'appelle « Mai » et qui évoque cette situation extrêmement violente de la répression de la Commune de Paris. À titre indicatif, il y a plein de littérature, il y a des films, c'est en 2016 que le Parlement français, donc de la République actuelle, donc il y a 4 ans, a réhabilité l'ensemble des victimes de la Commune de Paris. De nouvelles institutions, c'est le troisième et dernier point pour aujourd'hui. Ces nouvelles institutions elles vont être fixées par des lois constitutionnelles en 1875 du fait de cette Assemblée nationale élue en février 1871 dont la vocation était constituante, c'est-à-dire de rédiger une constitution. Elle était à majorité monarchiste, donc on va avoir effectivement la mise en place d'un pouvoir quand même assez fort. Pour autant, tenir compte d'un certain nombre d'expériences de l'histoire du 19e siècle. Ainsi, donc, vous pouvez voir à la page 174, c'est le document 3 qui vous montre un schéma, on va dire, assez simple de la Constitution et de ses lois constitutionnelles. Un pouvoir, donc, séparation des pouvoirs, avec un pouvoir exécutif qui appartient au gouvernement qu'on appelle à l'époque alors le cabinet ministériel et un président de la République.
et puis un pouvoir législatif s'appuyant sur deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat, dont l'ensemble forme l'Assemblée nationale, à l'époque en tout cas. Et du point de vue du président de la République, alors celui-ci, on avait quitté une deuxième République qui avait porté au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte, vous vous souvenez. Eh bien, il avait un mandat de 4 ans non renouvelable, etc. Il était élu au suffrage universel. Ben là, on va faire tout l'inverse, on va essayer de tenir compte de cette situation qui fait qu'à un moment donné, Louis-Napoléon Bonaparte avait réalisé lui-même le coup d'État, hein, c'est-à-dire, on n'oublie pas que le premier président élu au suffrage universel direct dans ce pays a été celui qui a fait un coup d'État contre la République. Donc on va faire on va élire le président de la République au suffrage universel indirect, il est donc élu par l'Assemblée nationale. Il est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable, donc la question de la durée, là aussi, a été, de ce point de vue, traitée. Je pense que c'est à peu près l'essentiel. Relativement au suffrage universel, il reste masculin, c'est-à-dire que les femmes restent exclues du droit de vote. On va continuer à voir cet aspect-là dans la suite du chapitre. En 1875, donc, on a ces lois constitutionnelles qui s'appliquent, des élections interviennent en 1876, et là l'enjeu va être de savoir qui va s'imposer. Eh bien, on a un effondrement des monarchistes, on a un triomphe des républicains, avec une vague républicaine qui va finalement s'installer partout en France, sauf peut-être dans les régions ouest. Bretagne, Normandie, qui sont des régions moins républicaines, en tout cas à l'époque, que le reste de la France. Et on voit un retour, modeste, mais un retour quand même, des bonapartistes. Quoi qu'il en soit, on a donc, au milieu des années 70, une république qui est installée, avec une constitution, avec des lois constitutionnelles, avec des républicains qui s'affirment lors des élections. Pour autant, cette république, elle est fragile, elle reste menacée, et elle va devoir donc imaginer un certain nombre de mesures fortes et significatives pour s'enraciner dans la population. Ça sera l'objet du grand 2, la contestation de cette République, les différentes formes prises par la contestation. Et puis dans un petit 3, bien, son enracinement, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que la République a mis en place pour surmonter ces difficultés. Voilà, je vous remercie, ça sera tout pour aujourd'hui.